Alors Anastasia, je suis tellement contente de t'avoir à mon micro. On s'est rencontrés il y a quelques mois à l'occasion d'une table ronde magnifique. Alors je ne sais plus quel épisode c'était, mais je le remettrai dans les notes de l'émission parce que j'ai diffusé cette table ronde. On avait toi, on avait Laurent Balesta, on avait Reza, on avait Enki Bilal et on avait Adrien Rivière. C'était une table ronde de dingue avec l'Université de la Terre, qui est mon sponsor pour cet épisode. D'ailleurs, j'en reparlerai. Et donc il était temps que je te revoie. Je voulais vraiment faire un épisode rien que pour toi. Merci de prendre le temps lors d'un de tes passages à Paris. Merci pour cette invitation. C'est vrai qu'on a passé un si bon moment. J'avais hâte de continuer cette conversation. Ouais, ça appelait à une suite et je suis sûre qu'il y en aura d'autres en plus. Anastasia, alors tu es documentariste, évidemment, une documentariste engagée et humaniste et féministe. Si je devais mettre 3 mots, ça serait peut-être ces 3-là que je te collerais comme étiquette. Est-ce que tu les prends d'abord ? Ah oui, écoute, c'est très bien. Souvent, on me demande de résumer mon travail en quelques mots. J'ai toujours du mal, mais là, c'est très bien. Je te les donne. Comment tu vas aujourd'hui ? Très bien. Ouais, un peu fatiguée. J'ai compris que tu revenais d'un gros décalage horaire. Je rentre des Bahamas, donc oui, un petit peu un décalage horaire, mais en dehors de ça, très bien. Il y en a qui très vont heureuse d'être là. Bahamas pour le boulot, et ça, c'est quand même, tu vois, c'est un signe de réussite dans la vie. On y reviendra à la fin parce que je vais évidemment te faire parler aussi de tes derniers projets, donc tu vas nous raconter. Mais avant de commencer par la fin, j'aimerais qu'on commence par le début. Anastasia, t'es née à Kiev, dans ce qui était à l'époque l'URSS. On a un peu tendance à l'oublier aujourd'hui. J'aimerais que tu nous racontes à quoi ressemblait ton enfance et comment, surtout, cette enfance-là a déclenché en toi aujourd'hui l'envie de faire des récits et des récits engagés. C'est vrai, je suis née à Kiev, mais aujourd'hui, c'est devenu l'Ukraine, mais à l'époque, c'était encore l'URSS, et ça paraît fou, c'est un pays qui n'existe plus. Donc c'est quand même assez singulier, dans l'absolu, de se dire que tu as grandi dans un pays qui n'existe plus sur la carte du monde. Ça donne le tournis. Voilà, un petit peu. Et pour te dire la vérité, quand j'étais petite fille, j'ai des souvenirs très heureux, où on était très très bien, dans mon enfance, mais c'était vraiment un entre-soi. On était dans une sorte de bulle, dans laquelle tout allait bien, sauf qu'on n'avait aucune vision sur le reste du monde. On n'avait absolument aucune idée de comment vivaient les autres. Et donc, on vivait entre nous comme ça, dans cette bulle, et c'était merveilleux. Et puis, quand j'avais 6 ans, il s'est passé quelque chose dans la vie de ma famille, et aussi celle des millions d'Ukrainiens, et puis des dizaines de millions de personnes à travers le monde, qui s'appelle Tchernobyl. Voilà, il y a une explosion, comme j'espère que la plupart des gens connaissent. Et il faut savoir que Tchernobyl se trouve à 200 km à peine de Kiev, donc c'est vraiment tout à côté. Et ça s'est passé par un très 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 beau jour de printemps. Donc tout le monde était dehors. C'est incroyable. Tout le monde était en train de profiter. Et en fait, tout le monde était exposé. Exactement. Et donc tout le monde a été exposé. Et puis on nous a rien dit. Et là, tu vois, j'étais encore petite fille, mais dans les semaines et les mois qui ont suivi, moi j'ai bien senti qu'il y avait une sorte de décalage entre ce que je voyais autour de moi et la réalité de ce qu'on voyait à la télévision et dans les médias. Et il y avait un décalage qui était de plus en plus énorme. Je voyais les gens souffrir, je voyais les gens tomber malades, je voyais les gens disparaître, et en fait, on ne nous disait rien de tout ça. On faisait comme si de rien n'était, comme si ça n'existait pas. Tu as vu la série Tchernobyl, j'imagine. Bien sûr, c'est une de mes séries préférées. Elle est extrêmement bien faite, et c'est historiquement, scientifiquement. Et tu vois effectivement le déni, puisque le père de tous les peuples ne peut pas se tromper. Donc Tchernobyl, l'accident n'existe pas. C'est ça. Il y a un vrai déni. Et puis moi, dans ma famille, donc mon papa est tombé malade et il est décédé des suites de la radiation. Mais sauf que ça non plus n'a jamais été reconnu. Et ça a créé en moi une sorte de sentiment d'injustice énorme, où je me disais, mais attends, je vois tous ces gens souffrir, je vois toutes ces histoires, toutes ces vies se briser devant mes yeux, et on fait comme si ça n'existait pas, et on fait comme si toutes ces personnes n'existaient pas. Et je ne savais pas ce que j'allais en faire de tout ça, mais déjà à ce moment, je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose. Il faut que toutes ces personnes, je les mette dans la lumière, il faut qu'on puisse les entendre, il faut qu'on puisse les voir, il faut qu'on comprenne qu'elles existent. Et c'est comme ça que des années plus tard, je suis devenue journaliste et puis réalisatrice de films documentaires. Oui. Mais c'est un chemin qui m'a amenée là, petit à petit, sans même
parfois que j'en sois consciente, quoi. C'est quelque chose qui a été tellement naturel dans mon parcours. Bien sûr, c'est des graines en fait très fortes qui ont été plantées. J'ai l'impression qu'il y a 2 graines derrière tout ça. D'un côté, le fait qu'on est baigné dans des récits et que ces récits sont parfois organisés. En tout cas, quand tu es en Europe communiste, ils le sont très clairement. Mais il y en a aussi chez nous, des récits de société qui sont d'ailleurs, le nuage, visiblement, est passé à côté de la France. Tu connais l'histoire. Il s'est arrêté à la frontière. Voilà. Enfin un nuage qui est obéissant. Et c'est sympa. Bien sûr. Mais ces récits sont nombreux, en fait. Et c'est comme si ça avait planté cette graine-là qui t'a permis de lire derrière les récits de société, et puis l'importance d'humaniser, comme si la vérité existait dans les récits très particuliers de chaque personne, plus que dans le récit véhiculé par l'État et par le collectif. Ouais. Ça, c'est hyper important, parce qu'effectivement, on va le retrouver derrière dans tout ton travail. Alors, tu arrives en France, qu'est-ce qui t'amène en France ? Écoute, c'était très simple. Dès le plus jeune âge, j'ai commencé à apprendre le français au même titre que l'anglais. Donc, j'étais aussi bien francophone qu'anglophone. Et j'ai voulu d'abord faire mes études en Angleterre, et ça m'a pas du tout plu. La nourriture, notamment. Et puis, je suis venue à Paris. Je me suis dit, si on testait, voilà. Et tous les travers qu'il y avait chez les Français. D'ailleurs, j'avais des copains autres étrangers qui venaient en même temps que moi, qui commençaient leurs études là, et qui détestaient Paris, qui trouvaient que les Français étaient grognons, se plaignaient de tout, n'étaient jamais contents, que c'était pas évident. Moi, tous les travers des Français, je les avais en moi. Donc moi, je voyais pas le problème. En fait, ça m'a tout de suite plu. Je me suis dit, mais oui, c'est super. Je suis chez moi. Bah, exactement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, plus de 90% de mes amis sont français parisiens, enfin en tout cas à Paris. Et du coup, ça a été très vite naturel. Et aussi, quand même, en France. Et très sincèrement, j'ai voyagé dans plus de la moitié des pays du monde, et je n'ai jamais retrouvé ça de cette façon. Il y avait cette exception culturelle, mais vraiment, qui était tout de suite présente, et tout de suite, j'ai ressenti qu'en tant qu'artiste, on pouvait faire beaucoup de choses dans ce pays, que c'était valorisé. Et je trouve que souvent, on le dit pas assez, on le ressent pas assez, on le vit pas assez. Et c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile, hein, mais ça reste quand même exceptionnel ce qu'on peut faire en France, avec les aides d'État, avec quand même des projets très singuliers qui peuvent encore voir des jours, le jour qui... Enfin voilà, on peut faire des choses ici que la plupart des pays aujourd'hui ne peuvent plus se permettre. Et ça, je l'ai senti. Une appétence de l'audience aussi. Hein. Ouais. Tu vois, on a quand même un public qui a très envie de documentaires, d'œuvres un peu culturelles, un peu sensibles. Et peut-être qu'on en a perdu l'habitude. C'est-à-dire que quand aussi on offre aux gens ça, à un moment donné, mais les gens sont en demande de ça. Si on ne leur offre plus ça, et plus que de l'entertainment, plus que des choses divertissantes, au bout d'un moment, ils s'habituent tellement qu'ils ne demandent plus que ça. Enfin, tout est lié, en fait. L'offre et la demande, c'est toujours lié. Bon, en tout cas, ça t'a permis de te sentir chez toi, donc pour plein de raisons, mais notamment aussi parce que tu pouvais développer ce que tu sentais en toi. Donc, tu deviens journaliste très vite, ça marche très bien, très vite. Tu es dans plein de titres. J'ai vu Le Figaro, Marie-Claire, etc. Mais assez vite, tu deviens journaliste d'investigation. Tu trouves là ton domaine, hein, j'ai l'impression. Oui, en tout cas, très vite, j'ai eu envie d'aller vers des... Pourtant, c'est drôle, parce que je viens d'un contexte très apaisant, très cool, tu vois. Et très vite, j'ai eu besoin d'aller vers des choses qui ne l'étaient pas forcément. Oui. J'ai vu ça, sacré sujet. Vers des sujets comme la prostitution illégale, où je me faisais passer pour une prostituée pendant plusieurs mois, pour entrer dans un réseau et pour comprendre comment ça marche, etc. Ou par exemple, le trafic d'organes à travers l'Europe, où avec un trafiquant, on traversait l'Europe pour voir qu'en fait, il n'y avait pas de problème pour faire ce genre de choses. Voilà, bref, des sujets un peu complexes. L'immigration illégale, j'ai fait beaucoup de choses sur l'immigration. C'est un sujet qui me touche beaucoup et que je trouve essentiel et qui reste malheureusement essentiel aujourd'hui. J'aimerais bien que ça le devienne moins, mais non. Et voilà, donc j'ai travaillé beaucoup sur des sujets comme ça, très difficiles, qui peuvent paraître difficiles, mais toujours avec cette volonté de me dire, voilà, toutes ces personnes, elles existent, elles sont là, autour de moi. Pourquoi on n'en parle pas ? Pourquoi on les voit pas ? Pourquoi on ne veut pas entendre leur histoire ? Donc toujours quand même avec un axe très humaniste là-dedans. C'est-à-dire qu'avec l'humain que je voulais mettre au centre. C'était pas le sujet que je voulais mettre au centre, c'était l'humain. C'était toutes ces personnes qui étaient derrière le sujet et dont les vies souvent étaient quand même extrêmement complexes. Et je voulais montrer cette complexité. Je voulais montrer que l'immigration illégale, c'est pas juste des milliers de personnes qui arrivent en Europe pour nous envahir et pour prendre notre travail.
En fait, c'est des êtres humains qui ont chacun et chacune des histoires individuelles, souvent incroyables, et qu'en fait, si on était à leur place, on ferait exactement la même chose. Et en fait, ce que tu montres très bien, et c'est ça qui est génial dans tous tes films, c'est que tu arrives à nous montrer les grands enjeux derrière des parcours individuels, et en fait limités en nombre, forcément, quand tu suis des individus. Mais tu arrives à être à ces deux niveaux, le niveau du parcours, du chemin de 1, 2, 3, 5 personnes, et les enjeux de société qu'il y a derrière. Tu montres les deux. Non, c'est vraiment fabuleux. Qu'est-ce que ça veut dire de faire du journalisme d'investigation, et tu le disais, du coup, de mouiller ta chemise, d'être migrant parmi les migrants, prostituée parmi les prostituées. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre ces vies-là, et parfois même de flirter avec le danger, du coup, ou en tout cas le danger émotionnel? C'est assez intéressant parce que j'ai un de mes mentors, si on peut dire ça, qui m'a beaucoup aidé au début de ma carrière, qui s'appelle Jean-Marie Montali. Ça me fait plaisir de prononcer son prénom et son nom, qui était rédacteur en chef adjoint du Figaro Magazine, et qui était un très grand reporter. Et donc, quand j'ai commencé ma carrière, voilà, j'ai commencé au Figaro Magazine en tant que journaliste de presse écrite. Et très vite, il m'a dit, tu sais, si tu veux aller sur ce type de sujet, c'est avant tout une confrontation à soi-même, en réalité, avant d'être une confrontation aux autres. Et je comprenais pas au début, tu vois, quand tu as 20 ans, tu démarres, tu te dis, mais pourquoi soi-même? Mais non, c'est avant tout la rencontre avec les autres. Moi, c'est ça dont j'avais envie, tu vois, c'est d'aller me confronter à toutes ces histoires si différentes de la mienne, parce que je viens d'un milieu, d'une vie beaucoup plus tranquille, beaucoup plus paisible. Donc, tout ça ne reflétait pas du tout ma réalité. C'est ça que j'avais envie d'explorer. Et en effet, en fait, assez vite, j'ai compris ce que ça voulait dire. Et d'ailleurs, tu sais, souvent, on dit que les journalistes deviennent vite aigris, etc., parce que c'est tellement dur que tu deviens cynique, en fait, face à tous ces enjeux terribles de la société et du monde. Et moi, j'ai jamais ressenti ça. C'est-à-dire que moi, ça a toujours été au contraire, en fait. Toutes ces personnes sont rentrées en moi et elles commençaient à m'habiter. Et ça devenait... D'ailleurs, pour le coup, ça crée d'autres problématiques dans ta vie parce qu'en fait, il n'y a plus de frontières entre toi, ta vie personnelle, et entre ce que tu vis sur le terrain. Et moi, il y a eu des moments où je ne savais plus exactement où était ma vie, où était leur vie, etc. Et justement, c'est là où ça te confronte à toi-même, à ton propre parcours, à ce que toi, tu as pu vivre dans ton enfance soviétique, avec un père qui a disparu, et avec tout ça qui n'a jamais été reconnu, avec plein d'autres choses. En fait, ça te renvoie à plein de choses de ta propre existence, et ça te fait te questionner sur plein de sujets. En fait, j'ai jamais réfléchi au danger, j'ai jamais été là-dedans, j'ai jamais eu peur. Il faut pas faire ce métier si on a peur, parce que ça devient vite... impossible, parce qu'on est quand même souvent dans des sociétés, enfin dans des moments où il peut se passer des choses, pour le coup, il faut être conscient de ça, mais il faut pas avoir peur. Et j'ai jamais réfléchi à ça. Je suis allée dans plein d'endroits où c'était dangereux, mais sans jamais, en étant consciente de ce que ça impliquait, mais sans jamais avoir peur d'y être. Mais par contre, très souvent, je me suis retrouvée dans des situations où je me suis dit, il faut faire attention, parce que la frontière entre ma vie et leur vie, elle devient trop ténue, et malgré tout, il faut savoir aussi revenir à soi et à sa vie, et continuer à vivre sa vie pour pouvoir continuer à faire son métier. J'avais eu cet échange-là avec Reza, le grand photographe Reza, qu'on a eu la chance aussi de rencontrer ensemble dans cette table ronde. Qui va beaucoup sur des zones de guerre, et on avait eu aussi cet échange sur la mise en danger ressentie, réelle, et le retour à la maison. Et ce qu'il disait était très proche de ce que tu dis, c'est-à-dire d'abord le fait qu'il n'avait pas le sentiment vraiment d'être en danger. En vrai, il avait le sentiment d'être comme s'il était protégé par sa caméra. Évidemment, c'est complètement fictionnel, mais c'est intéressant de voir que finalement, ceux qui restent dans ce métier-là, c'est peut-être ceux qui ne ressentent pas le danger. Et ce que voulait dire aussi le retour à la maison, et comment alors lui, c'était beaucoup par l'art, par la poésie, et par le théâtre qu'il retrouvait sa capacité à se sentir à la maison et à se distancier de ces personnes qui en fait ne le quittaient jamais. Un peu mais ils ne te quittent pas d'ailleurs. Ces gens-là, ils ne te quittent pas, et ils te quittent même pas 20 ans après. C'est ça qui est fou. Il y a des histoires que j'ai filmées au tout début de ma carrière, dont je me souviens comme si c'était hier. Et des personnes qui m'ont marqué, mais c'est fou d'ailleurs. On se dit, c'est fou. Il y a des gens avec qui j'ai fait mes études, je ne serais pas capable de dire comment ils s'appelaient, alors qu'il y a des gens que j'ai filmés pendant 3 jours ou 1 semaine ou 2 semaines. Et en fait, je me souviens de tout ce qu'on a vécu en détail. Est-ce qu'il y en a un dont tu veux nous parler aujourd'hui, tu vois, qui t'a marqué et dont tu aimerais partager avec nous le chemin?
après, c'était, il y a eu une histoire qui m'a été, qui a été tellement bouleversante pour moi, mais qui est, pour le coup, qui est restée dans ma vie et qui est arrivée un peu plus tard quand j'ai commencé à travailler avec Yann Arthus Bertrand. Oui. Peut-être qu'on va en parler plus tard, dans le film Human. Et c'était un projet comme ça énorme, mondial. On allait partout dans le monde à la rencontre de l'humanité. Et il y a un garçon, justement, en parlant de l'immigration illégale, on était d'abord à Lampedusa, puis en Sicile, dans tous ces camps, tu vois, où tous ces migrants arrivaient par bateau et ceux qui n'étaient pas noyés dans la mer se retrouvaient là dans les camps de migrants retenus pendant des mois et des mois en attente de on ne sait pas trop quoi, tu vois, soit d'être expulsés, soit peut-être d'avoir des papiers, soit peut-être de se retrouver juste à la rue au bout d'un moment, on ne sait pas, voilà. Et donc on en a rencontré pas mal, qu'on a interviewé, c'était que des histoires à dormir. Enfin, c'était pas possible, c'était que des histoires impossibles. Et il y avait ce jeune garçon qui avait à peine 17 ans à l'époque. Et quand on est arrivé dans ce centre, il nous a pris par la main, je me souviens encore, comme si c'était hier, il m'a amené et il m'a dit, il faut que je te montre quelque chose. Il était malien et la première chose qu'il a voulu faire en arrivant là-bas, c'est créer de ses propres mains, construire une case malienne, une maison malienne en terre pour montrer aux Italiens comment les gens vivent au Mali, comment, leur culture, etc. Et je me suis dit, mais ce fou, ce garçon qui avait une histoire de vie, mais de dingue, qui a failli mourir 10 000 fois, dont la mère a été assassinée, enfin bref, ça a été vraiment horrible histoire. La première chose à laquelle il pense, c'est offrir un peu de sa culture à cette autre culture qu'il accueille, etc. Et donc moi, j'avais envie de rester en lien avec lui, donc on a décidé de lui acheter un téléphone pour garder ce lien. Et c'est là aussi où tu comprends que chaque choix qu'on fait a des conséquences, en fait. Parce que t'achètes un téléphone sur le moment, mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité ? Si la personne t'appelle, tu fais quoi derrière ? Ben voilà. Et donc cette question s'est posée très vite parce qu'il nous a appelés. Et il y avait moi, mon mari, qui est aussi le caméraman de beaucoup de mes tournages, et le producteur exécutif qui, pareil, était un garçon et dont on était très proches. Et donc, il m'a appelé quelques mois après en disant, écoute, bah ça y est, ils m'ont donné les papiers. Ils m'ont dit que c'était OK. Mais en fait, ils m'ont mis dehors en disant que maintenant que j'avais mes papiers, parce qu'en Italie, c'est comme ça. En France, c'est l'inverse. C'est tant que tu attends les papiers, tu dois te débrouiller par toi-même, tu dois trouver tes propres ressources. Mais si tu as les papiers, tu as les aides d'État, tu peux être logé, etc. En Italie, c'est l'inverse. Tant que tu attends tes papiers, tu es logé, tu as un minimum pour vivre, etc. Mais à partir du moment, si on te donne le statut officiel de réfugié, après, c'est à toi, en fait, de te débrouiller. Et donc, ce garçon, à peine 17 ans, qui connaissait rien, qui était là depuis des mois dans ce centre, il s'est retrouvé à la rue. Et donc, il m'a appelé, il était à la rue, il n'avait pas mangé depuis presque 2 jours. Et donc, il m'a dit, je fais quoi ? Et moi, j'étais dans un dîner, tu vois, un peu mondain à Paris. Tu fais quoi ? Je ne sais pas. Et voilà. Et donc, s'est posé très vite cette question. Et on a décidé de le faire venir en France. Ça a été toute une aventure très, très longue et complexe. Ça a été terrible pour lui parce qu'il comprenait pas. Enfin, il pleurait à longueur de journée. Et nous, on s'est dit, mais il faut pour qu'il puisse avoir une vie, c'est pas juste le loger, c'est pas lui donner de l'argent tous les jours pour qu'il puisse s'acheter à manger. Il faut qu'on lui offre une vie. Donc, une vie, c'est quoi ? C'est un métier. Et donc, on a cherché, on a trouvé un endroit où il pouvait avoir une formation de boulanger. Parce qu'on s'est dit, il faut que ça soit un métier, tu vois, qui permet de créer quelque chose. Et quand même, les métiers manuels aujourd'hui, voilà. Et je trouvais ça magnifique de faire du pain, en fait, tu vois, voilà. Et dans un endroit où vous pouvez être logé, etc. Mais en milieu des montagnes, pas loin de la Suisse, enfin, tu vois, au milieu de nulle part. Quand t'as 17 ans, t'as pas du tout envie d'aller là. Et bref, il se retrouvait là et il a fait cette formation. Il est devenu boulanger. On est presque 10 ans après, il est à la tête d'une énorme boulangerie à Paris. Il a une famille, 2 enfants. Et quand je le vois à chaque fois, il s'appelle Tata. Et je me dis, mais c'est fou. Parfois, il suffit de pas grand-chose, en fait. Nous, d'un billet de train, de quelqu'un à qui tu ouvres la porte et à qui tu dis... qu'un billet de train. T'as vraiment tendu la main. Tu dis, je suis là, en fait. C'est à toi aussi de faire, c'est à toi de créer. Mais sache que je suis là. Et c'est pour moi, c'est un peu une des plus belles histoires de rencontre de ma vie. Parce que tu m'enverras l'adresse de sa boulangerie. Je la mettrai dans les... Non, sérieusement, je la mettrai dans les notes de l'émission parce qu'on a envie d'y aller, on a envie de le rencontrer. Voilà. Ton histoire est magnifique. Après, elle dit quelque chose aussi. Elle dit qu'à chaque rencontre, tu dois avoir envie de sauver et qu'on peut pas sauver chaque personne qu'on rencontre quand on est dans ces métiers. Mais en sauvant une personne, on sauve déjà. Oui, bien sûr. Bien beaucoup. Sûr. Mais j'imagine la difficulté aussi quand tu rentres et l'envie que tu dois avoir. Et il faut pas. On peut pas, en fait. On peut pas, tu as cité Yann Arthus Bertrand. Évidemment, je voudrais te faire parler de cette rencontre et du travail que vous avez fait ensemble pendant des années. Tu as été à ses côtés, vous avez coécrit et co-réalisé Human, Woman, qui sont des films...
des documentaires vraiment qui ont fait date, qui feront date éternellement. Je pense que c'est mythique. C'est l'invention d'une nouvelle écriture. Plus de 2000 interviews pour chacun d'entre eux, dans tous les pays du monde. Et le dessin d'une humanité partagée au travers de tous ces destins individuels. Tu peux nous raconter un peu à la fois la genèse du projet et puis comment est-ce que vous avez choisi de filmer de façon particulière pour que ce film-là soit différent avant, pendant, après? Alors, c'est drôle parce que, pour le coup, j'ai travaillé avec Yann pendant 12 ans. Mais c'est même pas j'ai travaillé avec Yann, j'ai vécu avec Yann. C'était vraiment une famille. Et d'ailleurs, on reste très proches, même si on ne travaille plus ensemble. C'est une rencontre qui a complètement changé ma vie, personnellement et professionnellement. Et c'est drôle parce qu'on a commencé à travailler ensemble sur une émission qui s'appelait Vue du ciel, qui était une émission qui parlait d'écologie en prime time sur France 2 il y a 15 ans. Et je me souviens de la toute première fois, on m'a proposé cette émission. On m'a dit, écoute, il y a une émission extraordinaire. On peut aller partout dans le monde. Et aujourd'hui, parler d'écologie, ça paraît tellement une évidence, etc. Il y a 15 ans, ça ne l'était pas du tout. Ouais. Et vraiment, c'est pas si loin. Mais il y a 15 ans, il y avait Ushuaïa et nous, en gros. Et donc, on me dit, voilà, c'est une émission où il y a vraiment le budget d'aller partout dans le monde, de montrer des initiatives extraordinaires, de faire les choses en grand et bien, toucher un public très large et tout. C'est un prime time sur France 2. Et c'est présenté par quelqu'un qui découvre la télé, qui est plutôt photographe et tout. Mais par contre, il y a un petit souci. Les journalistes, en gros, ils font une émission et tous, ils s'en vont. Donc, il faut que tu le saches. Je dis, c'est intéressant, mais pourquoi? Je rappelle que tu as tenu 12 ans. Voilà, c'est pour dire. Et donc, je dis, mais moi, j'aime bien les défis, mais c'est quoi le problème? Parce qu'en fait, ce photographe, il découvre la télé, il connaît pas très bien, et en fait, il a un petit caractère, et même s'il connaît pas bien, il pense tout savoir, et donc, pour certains, c'est un peu compliqué. Très bien, ça m'intéresse. Et voilà, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Yann, et c'est comme ça qu'on a travaillé pendant 12 ans ensemble. Donc, tout est dans la rencontre. Et il y a eu une rencontre immédiate entre nous. Mais vraiment immédiate. Pourtant, j'avais 27 ans. Hein. Et lui, il était déjà, je pense, pas loin de 60. J'ai eu le plaisir d'enregistrer avec Yann. Donc je remettrai aussi dans les notes de l'épisode le lien vers cet épisode-là, parce qu'effectivement, c'est un personnage. C'est un personnage. Moi, j'adore. J'adore ça. J'adore ce côté personnage. Il n'y a pas deux comme lui. Et donc, voilà, on a travaillé sur cette émission pendant plusieurs années ensemble, etc. Puis ça s'est arrêté parce que justement, lui, il n'arrivait plus à différencier l'humain de l'écologie. C'est-à-dire que lui, il ne voulait pas parler que du tigre du Bengale qu'il fallait sauver. Il fallait aussi sauver la population du Bangladesh, en fait, qui était en train de crouler avec les tempêtes, avec les eaux qui montaient, etc. Donc lui, il disait, mais on peut plus juste faire cette distinction à la télé, c'est plus compliqué quand même, en prime time et tout. Et donc lui, il voulait aller vers l'humain de plus en plus. En fait, il avait compris, peut-être avant l'époque, le lien entre les sujets écologiques et les sujets sociaux. Oui, complètement. Ce qui est maintenant une banalité, mais à l'époque, ça n'était pas du tout. Pas du tout. Ouais. Et d'ailleurs, et même la production et même la chaîne, ils n'étaient pas tellement d'accord d'aller vers ça. Et Yann, qui lui, est très jusqu'à boutiste dans ses choix, il faut dire, lui, il a dit, dans ce cas-là, on arrête. On va aller le faire ailleurs. Voilà. Et il a créé sa propre société de production. Et puis, 1 an plus tard, ou 1 an et demi plus tard, un jour, il m'appelle. Mais ça faisait vraiment qu'on ne s'était plus parlé. Hein. Donc, il m'appelle, il dit, Anastasia, c'est Yann, je veux faire un film documentaire qui n'a jamais existé, qui va révolutionner le cinéma documentaire, un film unique, un film incroyable, un truc de fou. Il faut que tu viennes m'aider. Moi, je pensais que c'était un gars, je pensais que c'était une blague qu'un copain me faisait. Je lui dis, oui, bien sûr, Jean-Luc, c'est toi, Yann Arthus Bertrand, évidemment, salut. Et je lui ai raccroché au nez. Mais vraiment. Et donc, il me rappelle, il était très fâché. Il me dit, non, mais non, c'est moi. Comment ça? Et bref, et c'est comme ça qu'on s'est revus. Et il me dit, il me parle de ce film qui s'appellerait Human. Et il me parle du concept, mais en 3 lignes. Et donc, je lui demande s'il existe un scénario, si je peux lire quelque chose pour comprendre un peu mieux le projet. Et il me dit, oui, bien sûr, il y a un scénario. Il m'envoie le scénario tient sur une page. Où, en gros, si je dois résumer, c'est écrit « Il n'y a que l'amour qui va sauver le monde ». Donc, je trouve que le message est très beau. Mais du coup, je lui dis « Mais Yann, et comment on va faire ça, en fait, mais concrètement, pour arriver à cette conclusion ?» Elle me dit « Oui, ça, c'est une très bonne question. Comment va-t-on faire ?» Et c'est là où on a travaillé ensemble pendant plusieurs mois pour écrire vraiment le film, pour imaginer cette idée qui est très simple et quand même assez révolutionnaire à la fois, d'aller à la rencontre des personnes
partout dans le monde, de les filmer face caméra, en enlevant tout le contexte de leur vie sur un fond neutre qui vient du métier de photographe de Yann, parce que finalement, quand tu veux te concentrer que sur la personne, son histoire et son regard, en fait, qu'est-ce que tu fais? T'enlèves tout le reste, hein, tu vois, qui va te distraire à l'écoute, etc. Et donc, c'était quand même très radical parce qu'on a été dans plus de 70 pays différents et on ne sait rien de ces pays quand on entend ces personnes, à part ce qu'elles nous partagent à travers leur histoire et leur voix. Et donc, ça a été un choix radical. Et après, de mélanger toutes ces histoires du monde entier où on parle, mais de tout ce qui fait l'humain, de ce qui nous rassemble, de ce qui nous divise, de la famille, de l'amour, de l'éducation, de l'agriculture, de l'immigration, mais aussi de la guerre, mais de la paix, mais aussi du sens de la vie, mais aussi de la haine, voilà, de tout ça, et de le mélanger à des images d'une beauté extraordinaire du monde dans lequel on vit, et que quand même, aussi, voilà, cette opposition quand même assez folle des images très très belles de l'humanité et de l'image de la destruction de l'humanité. Et très vite, il m'a dit, je veux qu'il y ait que ça dans le film, qu'il y ait que des histoires, et ces images-là qui sont très poétiques, qui sont très belles, qui nous permettent aussi de respirer, de comprendre ce qu'on vient d'entendre, de prendre du recul, et qui nous racontent aussi l'humanité autrement. Et donc, on a travaillé pendant des mois et des mois pour que malgré tout ça, qu'il y ait un fil narratif, qu'on raconte quelque chose vraiment et qu'on aille d'un point A à un point B dans cette histoire de l'humanité, quoi. Et voilà, ça a été une aventure qui a duré 5 ans et qui a été absolument dingue. Et le film n'a pas pris une ride, en fait. Le film est vraiment génial. Parce que, comme tu dis, le fait d'enlever toute référence à l'environnement de la personne interviewée, ça nous aide, en fait, à nous projeter, nous qui visionnons le film. On se projette, en fait, dans des situations qui ont radicalement rien à voir avec la nôtre. Pour autant, en fait, c'est le lien entre notre humanité commune. Et puis, tu le disais très justement quand on s'était vu à la table ronde, c'est la mise en avant des invisibles, des personnes de la rue. C'est pas des personnes célèbres que vous êtes allés voir, c'est des personnes qui ne racontent pas leur histoire. On a été voir tout le monde. Oui, mais t'as aussi beaucoup de personnes qui sont des inconnus et qui n'ont pas l'habitude de raconter, qu'on s'intéresse à eux, qui n'ont pas l'habitude de raconter leur histoire, qui ne comprennent pas très bien d'ailleurs ce que leur histoire va apporter. C'est vrai. Le cœur du projet, c'était ces personnes-là qui sont, comme tu dis, les invisibles, à qui on n'a peut-être jamais posé ce type de questions avant. Et la première réaction quand on leur disait qu'on faisait un projet mondial, qu'on faisait le tour du monde pour montrer les personnes les plus extraordinaires et en même temps parler de tout ce qui nous touche tous, parce que parler de la famille, parler de l'éducation, de l'amour, de la haine, du sens de la vie, en fait, ça nous parle à tous, quoi. Et eux, ils disaient systématiquement, pourquoi moi? Mais qu'est-ce que moi j'ai à raconter, en fait? Qu'est-ce que j'ai de particulier? Et c'est les personnes qui ont été les plus bouleversantes, j'ai trouvé, qui étaient dans une vérité absolument incroyable et qui était dans quelque chose du dévoilement de soi qui nous donnait tellement plus souvent qu'à des personnes beaucoup plus élevées dans la société, avec des carrières, avec des noms, qui elles souvent étaient enfermées un petit peu dans un discours, qui étaient tellement habituées au même type de questions, au même type de récits, de répéter la même chose, que du coup parfois elles luttaient contre elles-mêmes pour sortir de ces récits déjà presque trop fabriqués. Alors que là, c'était des gens qui n'avaient jamais parlé d'eux ou d'elles, et pour la première fois, mais ils étaient prêts à tout dévoiler. Et donc ça, c'était magnifique. Ouais. Alors, j'encourage vraiment tous ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas encore vu Woman et Human. Ça sera leur film de l'été. Il faut vraiment faut que tout le monde le voit, ce film. Il est vraiment génial. Moi, je sens bien aussi comment, toi, ça a changé ta trajectoire. Alors, d'abord, ça a été un film long. Tu as été aux manettes. Tu as réalisé toutes ces interviews. C'est énorme. Et puis, en passant de Human à Woman... tu t'es aussi concentré sur c'est quoi l'histoire commune des femmes au travers le monde, commune ou pas commune d'ailleurs. Enfin, c'est quoi le fil rouge entre nous? Et derrière ce film-là, tu as été vers un autre sujet très brûlant, qui est le sujet de l'inceste, dans un film coproduit avec Emmanuel Béard. Co-réalisé. Co-réalisé, pardon, excuse-moi. Et on vous voit d'ailleurs dans le film toutes les deux au travers de cette enquête sur ce qu'est l'inceste, tel qu'il est vécu par 4 ou 5 témoins. C'est l'inverse de Human et de Woman. Pour le coup, on ne va pas à la rencontre des milliers de personnes. C'est quelques personnes, mais par contre, on va vraiment... on s'inscrit dans un temps très long, on suit ces personnes pendant plusieurs années pour voir la transformation et aussi qu'est-ce que ça implique à différentes étapes de la vie d'avoir vécu l'inceste et que ça t'accompagne toute ta vie, en fait. Ça disparaît jamais.
Le film est magnifique, lui aussi. Je vais mettre des liens parce que c'est un film qui doit être vu. On sent bien que dans ton parcours, je trouve, tu passes de l'un à l'autre avec une forme de continuité parce que tu as ce travail avec Yann qui t'amène à être très dans l'humanisation, à être très aussi dans la question du féminisme. Et puis, tu arrives du coup sur cette problématique avec Emmanuel Béard ô combien essentielle, parce qu'en fait, c'est un enfant sur 10, mais aussi ô combien caché, dissimulé. On ne veut pas l'entendre. Par nature, c'est secret, puisque quand il y a un inceste, ça fait exploser la famille. Donc, on n'en parle pas. Donc, je ne sais pas d'ailleurs si ces stats... C'est les stats... c'est ce qu'on sait. C'est ce qu'on sait. On dit que c'est 2 à 3 enfants par plus. classe, donc ce qui est déjà vertigineux, dans chaque classe. Mais en fait, ça, c'est les enfants. C'est des adultes qui ont dit déjà, mais il y en a plein qui disent toujours pas. Donc, et il y a plein qui ne sont plus là pour parler, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de suicides parmi les personnes qui ont vécu l'inceste. Donc, je pense que c'est complètement sous-estimé, et c'est déjà 10% de la population. Les chiffres sont vertigineux. C'est vertigineux. D'autant plus que c'est évidemment un sujet, toute classe sociale, ou toute géographie. L'inceste, en fait, est partout. Tu vois, tu regardes ces chiffres-là et tu regardes la classe de tes enfants, tu regardes tes copains, tu te dis, mais en fait, c'est où, c'est qui c'est forcément autour de nous tous. Et du coup, ça nous questionne tous. Qu'est-ce que ça a été pour toi de rentrer? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, vous avez suivi, je ne sais plus, c'est 4 ou 5 personnes qui ont été victimes. Profils très, très différents. Moi, j'en reste avec un souvenir très ému et aussi 2 idées très fortes que sont le secret. Ces histoires sont écrasées par la famille qui ne veut pas exploser. Et l'incapacité du judiciaire à accompagner ces drames. Il y en a 2 qui ont recours dans le film au judiciaire. Un jeune homme qui cherche à réparer sur le tard en attaquant ses parents pour obtenir justice. Et une mère qui cherche à protéger sa fille, et qui finit d'ailleurs par y arriver, mais quand même très tardivement. Elle veut enlever la garde de l'enfant au père qui commet des abus, mais ça prend des années avant qu'elle arrive à enlever la garde partagée. Et l'enfant continue à être abusé pendant tout ce temps-là. C'est terrible. Donc tu vois, je suis ressortie du visionnage de ce documentaire en me disant, mais ces 2 sujets-là sont tellement dramatiques. Le secret, le judiciaire incapable. Tu peux nous parler un peu de ce tournage, Bien sûr. Pourquoi tu y as été, ce que ça a transformé en toi? Mais tu sais, quand tu disais qu'il y avait une sorte de fil dans mon travail, moi j'ai l'impression, quand on me demande aujourd'hui comment tu choisis tes projets, j'ai presque envie de dire, je ne les choisis pas. Ils viennent à moi. Il y a quelque chose de plus fort que moi, en fait, qui se passe au-delà de moi, et qui, à chaque fois que ça se produit, je me dis, mais là, il y a besoin de moi, en fait. Cette personne a besoin de moi pour que ce projet existe. Et ce projet est tellement important que je ne peux pas dire non. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Un silence si bruyant, ce film qu'on a fait avec Emmanuel Béard. Elle avait vu Woman. Et tu vois, Woman, donc c'est dans la continuité de Human. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose dans la voix des femmes quand on tournait Human qui était en train de se passer. Enfin, ça m'avait vraiment frappé. J'avais fait beaucoup d'interviews à travers le monde et je me disais, mais c'est dingue. Et il y a des pays où il y a encore 20 ans, il était quasi impossible de trouver une femme prête à témoigner devant la caméra. Là, je dis pas qu'elles étaient des dizaines de milliers, mais partout, il y avait des femmes qui voulaient parler, qui avaient besoin d'être entendues. Et donc, je me suis dit, waouh, quelque chose est en train de se passer. Et là, on parle de 2012, 2013, 2014, bien avant MeToo. Et donc, quand Human est sorti, c'est presque ce film, il s'est presque imposé à nous, à moi et à Yann. On s'est dit, mais c'est le bon moment, il faut donner la parole aux femmes. Elles ont besoin, en fait, de cette fenêtre pour être entendues. C'est comme ça qu'on s'est lancé dans Woman. Et donc, on a commencé en 2015. Et quand MeToo est arrivé en 2017, mais nous, on était déjà en plein tournage, on n'était absolument pas surpris. On savait, en fait, que quelque chose était en train de se passer. Bien sûr, ça n'arrive pas par hasard. En fait, tu avais besoin de la libération de la parole avant pour pouvoir permettre MeToo. Oui, exactement. Bien sûr. Et donc, voilà, donc en plus tout le monde nous a dit waouh, il faut surfer sur la vague, bien sûr, et il faut sortir le film au plus vite, etc. Et on s'est dit non, on surfe sur aucune vague, et on sentait que c'était bien plus qu'une vague, que quelque chose de fondamental était en train de se passer dans la société et partout dans le monde, pas seulement dans les pays occidentaux, que les femmes étaient en train de vraiment de sortir de l'ombre et qu'elles avaient besoin de reprendre du pouvoir, qu'elles avaient besoin d'exister différemment, etc. Et donc
voilà, moi j'ai voulu accompagner ça et c'est devenu une sorte de mission. Enfin, ça a commencé à m'habiter pendant le tournage, etc. Là, pour le coup, ça a été un projet, je pense, qui a été encore plus bouleversant pour moi, étant moi-même femme et à travers le monde, en allant à la rencontre de toutes ces femmes extraordinaires qui, là, pour le coup, mais chaque fois me bouleversaient. Enfin, là, j'étais dans une proximité avec elles. Et il y a un nombre de femmes avec qui je suis devenue proche grâce à ce film, etc., où ce lien s'est installé et tout. C'était au-delà de tout ce que j'avais vécu jusque-là. Donc là, je me suis dit, waouh, là, ce sujet, je ne peux plus l'abandonner d'une façon ou d'une autre. J'ai senti que ça allait m'accompagner. Et j'ai toujours été féministe. D'ailleurs, moi, je n'ai pas du tout peur de ce mot. C'est terrible. Aujourd'hui, à 10 ans, enfin à peine 8 ans après le début du MeToo, ça devient presque, on n'arrive plus à trop dire certains mots. On nous dit, est-ce qu'on peut, parfois je donne des conférences, on me dit, mais est-ce que tu peux parler des femmes sans parler du féminisme, sans parler de tous ces mots, ils sont un peu galvaudés aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Bah non, ils sont importants, ces mots, il faut les poser quand même sur, voilà. Les mots sont importants. Et voilà, mais par contre, là, c'était au-delà d'un combat, ça m'a habité, en fait. Et je pense que Woman, on doit sentir qui je suis un peu aussi à travers ce film. Et donc, Emmanuelle, elle avait vu ce film et elle, ça faisait des années qu'elle réfléchissait à faire quelque chose de sa propre histoire, de ce qu'elle a vécu dans son enfance et dont elle n'a jamais parlé publiquement. Et elle a 60 ans. Donc, ça a été une longue réflexion et un long chemin. Et donc, un jour, on m'a dit, écoute, il y a Emmanuelle Béard qui aimerait faire un film documentaire et elle a besoin de conseils. Donc, on va organiser un dîner si tu veux venir. Peut-être. Moi, je dis, mais il n'y a pas de problème, je donne des conseils à Emmanuelle Béard, bien sûr. Voilà. Et donc, je viens à ce dîner. J'avais un bébé qui avait 3 mois. Et vraiment, ça faisait, on était en plein Covid, Woman était sorti l'année d'avant, enfin, j'étais absolument pas dans l'idée, tu peux imaginer, de faire un film sur l'inceste, j'étais plutôt dans l'idée de faire un film sur la beauté d'être une maman, en fait, tu vois, et de voilà, la maternité, tout ça, j'étais quand même en plein dedans, j'étais en train d'allaiter, enfin voilà, on était encore dans le confinement numéro 2, etc. Et donc, on se rencontre avec elle dans ce dîner, et là, pourtant, on était une dizaine dans le dîner, elle m'a pris comme ça, comme là, on est toutes les deux. Elle m'a regardé dans les yeux et que c'était comme si toutes les autres personnes n'avaient pas existé. Et pendant 2 heures, elle m'a raconté toute sa vie. Elle m'a tout raconté. Et là, je me disais... alors, je ne la connaissais pas, donc je me disais, mais ça se trouve, elle raconte ça comme ça à tout le monde, etc. Et en même temps, je me disais, mais comment elle ne se dit pas qu'en sortant, je vais appeler Paris Match pour vendre cette histoire. Enfin, tu vois ce que je veux dire, j'exagère, mais enfin, tu te poses plein de questions. Et après, quand je l'ai mieux connue, j'ai compris... Enfin, elle n'en parle jamais de ça. Mais d'ailleurs, elle n'en parle pas dans le film, en fait. Pas tellement. Non, on comprend qu'elle a été victime. On comprend à quel point ce film la bouleverse, parce qu'au travers des histoires des autres, elle relie sa propre histoire, mais il y a beaucoup de pudeur sur ce qui lui est arrivé. Et donc, je pense, très vite, j'ai compris que si elle m'en a parlé de cette façon-là, c'est parce que elle voulait que je comprenne pourquoi c'était important pour elle de faire ce film. Et en gros, c'était sa façon de me dire, mais c'est avec toi. C'est avec toi que je veux le faire. Et donc, à la fin de la soirée, je lui dis, donne-moi ton téléphone. Elle prend mon téléphone, elle met son numéro, elle prend le mien. Et une semaine plus tard, on se revoit chez elle. Et c'était comme, on était déjà en train de faire le film. Donc, j'avais même pas décidé ou pas. C'était tellement naturel. Et quand j'ai vu le besoin, quand j'ai vu à quel point c'était existentiel presque pour elle à ce moment-là de sa vie, je me suis dit mais je peux pas, je pouvais pas lui dire non, c'était impossible. Et après tout le cheminement, c'était de se dire comment tu fais ce voyage. Et au début, elle m'a dit on va être derrière la caméra, toi et moi, à poser les questions, toi avec ton recul et un peu peut-être un regard un peu plus journalistique et une distance parce que tu ne l'as pas vécu et donc une façon différente de regarder les choses. Moi, quelqu'un qui l'a vécu et donc qui va avoir un regard différent, on va être derrière la caméra et puis poser les questions. Et je lui dis très très vite, ça sera impossible. On va aller à la rencontre des personnes qui ont vécu d'une certaine façon la même chose que toi, qui vont se dévoiler comme ils l'ont jamais fait. Et toi, tu vas être derrière la caméra, te cacher, et on va être là à se cacher, à poser les questions de façon un peu journalistique. C'est impossible. Et dès le premier tournage, elle me disait, mais pas du tout, c'est tout à fait possible. Et dès le premier tournage, ça a été une évidence. Évidemment, c'était impossible. Et c'est comme ça qu'on a basculé devant la caméra. Oui. Et c'est la première fois que je suis à l'image d'un de mes films, hein, tu vois. Mais elle avait besoin de quelqu'un pour être à ses côtés, pour faire ce voyage. Et on a vraiment fait un voyage. Parce que autant effectivement, il y a beaucoup de pudeur autour de sa propre histoire, autant on vit le film comme son enquête, en fait, son enquête psychologique sur l'espèce d'explosion psychologique que provoque l'inceste.
Et je comprends aussi qu'elle ait eu besoin de toi. Ce binôme lui permet d'avancer, en fait, lui permet de réaliser. C'est un voyage initiatique, vraiment un vrai voyage en soi et à travers les autres. Et dans chacune de ces personnes qu'on a filmées, voilà, tu citais un petit peu Norma, cette jeune femme dans la vingtaine qui décide de carrément faire un stand-up sur l'inceste qu'elle a vécu. C'est quand même fou d'aller faire des blagues, parce qu'elle fait des blagues en partie sur scène, sur l'inceste qu'elle a vécu, sur les abus vécus par son grand-père. Parce que quand même, il faut le faire. Oui, les histoires sont absolument dingues. Voilà, elle est dingue. Ce jeune homme qui, lui, a décidé de porter plainte contre... Chacun, en fait, comme on les attrape des années après, chacun a son propre chemin de reconstitution. Et pour Norma, ça sera le stand-up. Pour le jeune homme, ça sera l'action juridique. Pascal, qui, elle, a plus de 50 ans, avec la mémoire traumatique, commence à retrouver la mémoire des choses qu'elle a vécues dans son enfance et qu'elle a complètement effacées pendant 40 ans. C'est quand même fou. Donc, tu te redécouvres, tu comprends que tu as vécu une vie qui n'est pas réellement ta vie. Mais vous les attrapez tous à un moment où ils sont sur un chemin de reconstruction, en fait. Et tu comprends aussi que c'est le chemin d'une vie. Comment est-ce que tu accompagnes un film comme ça après ? Parce qu'il y a tout ce que véhicule le film, et en tant que tel, c'est un acte d'engagement et un acte de compréhension pour tout le monde, peut-être de libération de la parole pour certains. Enfin, le film lui-même est un pavé dans la mare. Mais j'imagine aussi qu'un film comme ça, c'est un prétexte pour pouvoir continuer le travail d'évangélisation derrière. C'est quoi l'accompagnement derrière ? Mais c'est une bonne question, parce que tu vois, le film a été diffusé sur M6 il y a 2 ans, et d'ailleurs ils vont le remettre dès la rentrée gratuitement en replay pendant encore, il me semble, plusieurs mois, parce que justement il a une vie qui continue. Ça a été produit par Haut et Court et Doc, et tu vois, ça fait 2 ans depuis sa première diffusion, et on était à l'Assemblée nationale il y a 1 mois, et il y avait encore une projection du film à l'Assemblée nationale avec toutes les associations, les ONG qui travaillent sur la question, les députés, etc. Dans ce lieu de pouvoir est tellement important, et justement parce qu'il reste un peu comme Human, comme Woman, c'est des films qui sont malheureusement, presque, j'ai envie de dire, toujours d'actualité. Et il est toujours, et presque encore plus d'actualité aujourd'hui, avec tout le contexte en plus politique. Avec, tu vois, il y a eu une commission qui a été créée pour donner la parole à toutes les personnes qui ont vécu l'inceste. Elle a recueilli des dizaines et des dizaines de milliers de témoignages. Et il y avait une énorme attente, et au final, rien du tout. Et donc, c'est aussi ça, c'est de dire que ces films-là, ils sont dans un mouvement plus grand de société. Ils doivent s'inscrire dans quelque chose qui est plus grand et qu'il faut accompagner pendant des années et des années après, parce que ça permet à la société aussi d'être entendu. Et donc, nous, on est beaucoup là-dedans avec Emmanuel. Et c'est génial aussi d'avoir des gens, des diffuseurs, parce que M6, ils sont aussi là-dedans, tu vois, pour remettre le film encore gratuitement 2 ans après, etc. Il faut être dans cette vraie volonté d'accompagner et d'entendre les choses qu'il faut entendre. Et donc, ce qui est fort avec ce projet, c'est que quand même, les témoins sont tous français, à l'exception de Pascal qui est belge, mais sinon c'est très franco-français. Emmanuel, c'est une immense star, partout, mais avant tout quand même en France et en Europe, etc. Donc on se dit, il va avoir une vie très forte en France, et c'est incroyable, mais en réalité, il a voyagé partout dans le monde. On a été jusqu'aux Philippines, on a été en Australie, il y a eu plus de 30 projections, tu vois, etc. C'est une histoire complètement universelle. Oui, bien sûr. Complètement universelle. Et on se rend compte que c'est la même problématique. Donc ce que partout. tu dis, c'est que vous avez, derrière, vous avez pendant en fait des années fait des projections de débat pour ouvrir à la fois des changements législatifs, de l'éducation dans les écoles ou dans les facs. Il y a vraiment eu un travail. Dans tous les domaines, dans tout ce qui est éducatif, tout ce qui est judiciaire, justement au Sénat, les lieux de pouvoir, d'aller amener ce sujet-là dans les lieux de pouvoir en disant, mais regardez, et d'ailleurs c'était fou parce qu'après il y avait des gens qui étaient dans la salle à l'Assemblée nationale qui venaient et disaient, mais comment c'est possible qu'une maman n'arrive pas à protéger son enfant, que le système judiciaire se retourne contre elle. Tu te dis, mais alors là on est avec les députés, avec les gens qui sont censés donc quand même un peu connaître. Et il y en avait plein qui découvraient, qui ne connaissaient rien de tout ça. Et donc je me dis aussi, c'est important, on a l'impression qu'on sait que, et en fait très souvent on ne sait même pas. Bien sûr, alors, sur l'inceste, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, je pense. Alors ça pourrait être le projet d'une vie, Anastasia, en fait. Tu pourrais porter ce sujet-là pendant des années et des années.
Malheureusement, on est limité par le temps, donc je garde un petit œil là sur l'horloge. Non, mais c'est passionnant. Et en fait, j'aimerais te garder plus longtemps, mais je sais qu'on va se faire virer du studio. Je voudrais aussi te faire parler, parce que si ça aurait pu être le projet d'une vie, en vrai, tu vas cumuler tes projets de vie et tu vas t'en annoncer un autre il y a quelques années qui te touche individuellement particulièrement, puisque ça va être un documentaire qui n'est pas encore sorti et que tu mènes depuis 3 ans maintenant, du coup. Où tu suis des femmes prises par la guerre en Ukraine, et avec un principe qui n'est pas très différent en fait de celui d'un silence si bruyant, puisque tu vas suivre ces femmes, profils très différents et donc universels quelque part. Une chorégraphe, une juriste internationale, un médecin, je ne sais plus quels sont les profils des autres, mais donc des femmes qui représentent l'Ukraine. Et tu vas les suivre et nous montrer comment l'arrivée de la guerre modifie, détruit, parfois réengage, enfin complètement bouleverse leur vie. J'aimerais évidemment te faire parler de ce projet qui te tient particulièrement à cœur, parce que là où tu avais eu la chance de ne pas être concernée par l'inceste, et c'était le combat d'Emmanuel que tu accompagnais, là on est chez toi, dans des lieux que tu retournes, dans des lieux de vie que tu as fréquenté. J'imagine l'engagement émotionnel que tu as autour de ce film. Merci de m'en parler. C'est vrai que c'est, je pense, peut-être le projet le plus personnel que j'ai fait, même si tous les projets sont personnels. Et comme je te disais, ça finit par t'habiter et ça t'accompagne toute ta vie, toutes ces personnes. Voilà, mais là, c'est une dimension encore autre parce qu'en effet, c'est mon pays. Même si je suis partie à peine 17 ans, c'est quand même là où j'ai grandi. C'est quand même là que que j'ai toutes mes bases, que toute une partie de ma famille vit encore, etc. Et quand la guerre a commencé, déjà, j'étais directement concernée parce que j'ai dû sortir une partie de ma famille de là-bas. Voilà, au début, c'était tellement... on comprenait tellement pas ce qui se passait, etc. Il fallait sortir, c'était la seule chose qui comptait. Après, j'ai aidé à faire sortir du pays des centaines de familles, surtout des femmes avec des enfants. Et donc, au début, j'étais beaucoup dans l'humanitaire, de comment concrètement on peut aider. Et après, assez vite, je me suis dit, mais je peux pas donner la parole aux femmes du monde entier et ne pas la donner aux femmes de mon pays, c'est pas possible. Enfin, tu vois, là, à un moment donné, je peux pas faire le tour du monde pour raconter la vie des femmes et dire, là, il y a la guerre dans mon pays, mais moi, j'en fais rien, tu vois. Et donc, assez vite, sans même réfléchir, je suis partie. Sans même savoir où ça allait aller, sans avoir un diffuseur. Enfin, tu vois, je suis partie sur place et j'ai commencé à filmer. Et c'est entre guillemets, les femmes sont presque venues à moi. Enfin, c'était des rencontres aussi, etc. Et en effet, pour le coup, c'est quelques femmes, mais que je suis vraiment dans un temps long. Voilà, une femme qui est médecin, gynécologue et qui va dans les zones qui ont été sous l'occupation russe. À aider les femmes parce qu'il n'y a plus rien et qui les suit dans la durée. Une femme juriste en droit international qui, d'une beauté, on dirait Demi Moore dans Soldat Jane, qui dès le premier jour de la guerre a décidé de prendre les armes et s'est engagée dans l'armée et qui est à la tête d'une unité d'artillerie lourde, s'il vous plaît, aujourd'hui. Voilà, quand même, je ne sais pas si on comprend ce que ça veut dire, c'est énorme. Et une autre femme qui est chorégraphe, surtout notamment avec des enfants et des ados, qui vient de Boutcha, tristement connue, et qui est sortie du pays parce qu'elle voulait protéger son petit gamin de 6 ans et qui, au bout de 6 mois, n'en pouvait plus, avait vraiment le mal du pays, avait besoin de rentrer, de retrouver son mari et surtout d'aider les enfants. Et donc, elle est retournée en Ukraine pour que les enfants ils aient autre chose à penser que la destruction, que la guerre, etc. Et pour les faire rêver un peu à nouveau. Et donc, ces femmes-là, je les accompagne depuis 3 ans. Mais c'est aussi mon histoire d'une femme ukrainienne partie du pays depuis plus de 25 ans et qui fait le chemin inverse à la rencontre des femmes qui ont décidé de rester et qui se questionnent sur quand quelque chose de si bouleversant arrive, aussi énorme que la guerre. Je pense qu'il n'y a rien de plus fou qui puisse t'arriver, de plus horrible, de plus bouleversant que la guerre dans une vie. Et qu'est-ce que tu fais ? Et je pense qu'aujourd'hui, cette question, elle devient de plus en plus proche de nous. Elle devient de plus en plus réelle, alors qu'avant, c'était juste dans les livres d'histoire qu'on se la posait. Et ça nous paraissait très important, mais très abstrait. Ça ne l'est plus du tout. J'ai l'impression qu'on est dans un monde où on se pose de plus en plus cette question en se disant que ça peut être une réalité. Et pour nous, c'est devenu une réalité il y a 3 ans. Et donc, c'est aussi cette réflexion-là, qu'est-ce que ça change en fait en toi ? Donc c'est encore une fois un film qui est beaucoup plus sur l'humain et la transformation de l'être humain que sur la guerre elle-même. Et ces femmes, c'est ça aussi que je vis avec elles depuis 3 ans, c'est comment elles changent dans le plus terrible de ce qui peut arriver, mais aussi dans le plus beau. Parce que par exemple, cette femme médecin que je suis depuis 3 ans, eh bien,
à 50 ans, elle a eu, en pleine guerre, elle a eu un enfant. Je savais même pas que c'était possible. Et donc là, si c'est pas la plus belle preuve que la vie gagne toujours sur la mort, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, elle-même, étant gynécologue, me dit non, mais je ne comprends pas. Enfin, voilà. Et c'est aussi des histoires comme ça, en fait. C'est aussi sur l'humain dans tout ça, sur la résilience incroyable dont on est capable et qu'on soupçonne souvent pas, et en même temps sur quelque chose qui meurt en toi, et parfois tu t'en rends même pas compte sur le moment parce qu'on est tellement dans la survie que tu sais même pas. Et c'est plein de questions, c'est plein de réponses, c'est plein de choses au quotidien qui me bouleversent, et c'est un film qui est très compliqué parce que l'Ukraine est devenue un sujet très politique, et toutes ces personnes qui voulaient m'aider au début tout le monde voulait m'aider à porter le film, à le financer, etc. Au bout de 3 ans, avec le contexte actuel, ça devient beaucoup, beaucoup plus difficile. Mais moi, je peux pas ne pas aller au bout. Donc j'irai au bout. Je vais dire, Anastasia, ton film, il est d'autant plus nécessaire. J'ai eu le bonheur de pouvoir voir le pilote. Et je sais que les images datent, parce que je crois qu'elles ont toutes été datées de la première année. Le premier tournage. Mais j'ai trouvé ça éminemment bouleversant. Effectivement, elles vont toutes servir d'une façon ou d'une autre. Avec ce qui est le plus beau derrière le mot servir. Donc, l'une d'elles devient militaire, comme tu le disais, et commandante. Je ne sais pas quel grade, mais celle qui est chorégraphe va faire danser les enfants. Elles servent toutes. Elles retrouvent une utilité pendant ces moments-là terribles. Et quand je te dis ton film il est plus nécessaire que jamais, c'est que là où il y a une usure dans le regard qu'on porte sur la guerre, on s'y est habitué. En fait, elle pourrait durer 15 ans maintenant. C'est un peu la guerre Iran-Irak avec laquelle nous on a grandi. Voilà, elle est là aux infos. On a déshumanisé complètement la guerre. Toi, tu viens nous voir, tu viens nous alpaguer avec la force des destins individuels. Ton film, il est vraiment nécessaire, et j'ai hâte moi individuellement de le voir en entier, mais j'ai hâte surtout qu'il sorte en salle ou à la télé, et qu'il puisse être, que ça puisse être un outil, là aussi, un peu à l'image du film précédent qui était, on le disait, un film outil pour parler de l'inceste. Ton film, il va être un outil pour pouvoir remettre le désastre, pour remettre le désarroi des Ukrainiens sur la table, et que ça redevienne un sujet et pas juste un arrière-fond. Mais c'est dur, hein, parce que du coup, justement, exactement, c'est très juste ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on s'est habitué. Donc aujourd'hui, justement, je voudrais qu'il sorte en salle, parce que je trouve que c'est une expérience à vivre aussi sur grand écran avec les autres, et avoir des débats derrière, etc. C'est important. Et donc on cherche un distributeur, justement, pour pouvoir le sortir courant l'année prochaine, et réhumaniser toutes ces discussions autour de l'Ukraine. Mais très souvent, on me dit, c'est bouleversant, c'est incroyable, mais bon, tu vois, on parle déjà beaucoup de l'Ukraine, et ça fait longtemps qu'on en parle. On n'en parle pas comme ça. Et voilà, et moi j'ai dit, mais non, c'est aujourd'hui on en parle, voilà, comme un sujet, un bout de chaîne dans les infos, en parlant des enjeux géopolitiques, en parlant des ressources, en parlant de ceci ou de ça. On parle plus des humains, on oublie en fait que ce sont des histoires qui sont très proches de nous en réalité, qui pourraient être nous. Oui. Et c'est ça que je veux dire, moi. Bien sûr. Ça pourrait être nous. Alors ça marche très bien dans les images que j'ai vues, parce qu'effectivement, on se reconnaît dans chacune de ces femmes, en fait. Et on sent, ce que tu disais tout à l'heure, que cette guerre qui est quand même lointaine, en fait, on n'en est pas protégé, et on se pose cette question et nous, demain, si malheureusement on était frappé, voilà, comment, dans quel désastre on vivrait, mais aussi on ferait quoi, sans vouloir revenir à la chanson de Goldman qu'on connaît tous, tu vois, et si j'étais née en 17 à la Eidenstadt, je ferais quoi? Voilà, si la guerre m'arrivait, ça serait quoi mon sort, et ça serait quoi mon libre arbitre dedans? Tu nous renvoies à cette question qui est essentielle. Je ne sais pas comment tu vas finir ce projet, parce qu'à quel moment tu veux l'arrêter? J'aimerais bien. Alors, moi, avant, mon ambition, c'était de dire, je vais même jusqu'à l'après-guerre. Mais bon, vu tout ce qui se passe, je me dis, ça peut durer, en effet, malheureusement, vraiment très longtemps. Ça s'enlise, on le sent bien. Et ça arrange d'ailleurs Poutine, que ça s'enlise. C'est un peu sa stratégie. Donc là, je me suis dit, justement, dans ce contexte où ça devient complètement géopolitique, où là, j'ai l'impression qu'on n'est plus du tout dans l'humain, dans quelque chose, dans l'empathie, voilà, qu'on n'est plus que dans des enjeux qui nous dépassent. Je veux réhumaniser la discussion, je veux ramener tout ça à l'échelle de l'être
être humain. Donc, je me dis que ça serait vraiment bien de finir les tournages cette année et de sortir le film pour l'année prochaine. Parce que voilà, entre-temps, une fois tout ce qui se passe, je me dis que c'est un moment qui est charnière, c'est important. Tu me réjouis, tu me fais un cadeau, Anastasia. J'espère. Après, ça dépend pas que de moi, malheureusement. J'aimerais beaucoup, donc on cherche un distributeur. S'il y a des distributeurs qui écoutent ton podcast, voilà, sachez que on est et on fait beaucoup de rendez-vous et des gens qui sont tous touchés, mais c'est aussi, comme tu dis, c'est compliqué parce que ça fait 3 ans et que les gens se disent, ça pourrait être encore 5 ans, peut-être 10 ans. Donc, est-ce qu'il y a encore besoin de... Et moi, je lâcherai pas. J'irai au bout. Bien sûr. S'il y a un projet que tu lâcheras jamais, ça sera bien celui-là. Exactement. Toi, malheureusement, arrivé à mes questions de conclusion, j'aimerais te faire parler encore de 10 sujets, mais on est pris par le temps. Et je m'en excuse et je suis frustrée. Anastasia, dans mes questions finales, j'ai des questions qui reviennent régulièrement et que j'aimerais te transmettre. D'abord, toi qui vois tellement de causes et qui t'engages sur tellement de causes, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais passer aujourd'hui ? Je vais te mettre 2 questions en une. Est-ce qu'il y a une cause à laquelle tu aimerais t'attacher demain et qui sera peut-être un de tes projets parce que j'imagine que tu as 10 projets dans tes bagages que tu aimerais faire. Tu vois, est-ce qu'il y en a une dont tu aimerais nous parler aujourd'hui ? Je ne sais pas si c'est une cause. En tout cas, j'ai le sentiment qu'on vit dans une société qui est de plus en plus polarisée, où on est de plus en plus dans nos petits mondes, un peu dans un entre-soi, et on a de moins en moins la capacité à entendre l'autre qui pense autrement. Et moi, tout mon travail, c'est d'essayer d'ouvrir la porte vers des gens qui pensent différemment de nous, qui ont des existences totalement autres que nous, souvent l'impression d'avoir rien à voir avec leur vie. Et pourtant, quand tu ouvres cette porte, tu te rends compte qu'on est tous connectés et qu'il y a un lien, mais qui est là, qui est présent, qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et j'ai envie de dire qu'il faut ouvrir cette porte, il faut essayer de l'entrouvrir un peu dans ce monde où on a tendance à les refermer de plus en plus, à se recroqueviller sur soi. Enfin, c'est assez terrible quand même ce qu'on constate en ce moment. Et on a l'impression que la peur de l'autre, elle est installée de plus en plus présente dans tous les domaines. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Et notamment, par exemple, sur les droits des femmes, sur la cause des femmes. Ça fait à peine 8 ans, depuis le début de MeToo, qu'on en parle. Et j'ai l'impression déjà qu'on en a marre, en fait. Enfin, de plus en plus, on me dit « Oh non, mais c'est bon, là encore, les droits... » On a compris. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on a compris. Parce que quand on voit à quel point, à travers le monde, ça recule de façon extraordinaire dans certains endroits, pour pas nommer les États-Unis, par exemple, on pensait qu'il y avait des choses qui étaient acquises à jamais, comme les droits à l'avortement, etc. Et on voit à comment en si peu de temps ça peut reculer, on se dit qu'on n'est jamais à l'abri. Donc, il faut continuer à en parler. Mais c'est surtout cette capacité à ouvrir la porte, à pas s'enfermer dans des pièces un peu trop petites, ou peut-être qu'on est rassuré d'y être parce que c'est des endroits qu'on connaît et qu'on maîtrise, mais c'est pas la solution. Ouais. Du coup, je vais garder ça comme mot de la fin parce que effectivement, on en sent tous le besoin. On sait pas forcément comment le faire, mais en tout cas, peut-être que ce message-là, c'est un appel à la vigilance pour chacun d'entre nous. C'est rouvrir le dialogue, rouvrir la rencontre. On voit bien que c'est ce que tu fais au travers de tes documentaires, mais je serais curieuse de savoir d'ailleurs comment tu le traiteras demain au travers de l'outil que tu as toi, qui est le docu. Mais en tout cas, c'est un appel pour nous tous à maintenir ce dialogue ouvert et à le faire de façon consciente. Merci pour cet échange, merci pour ton travail. Je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode pour qu'on puisse, pour ceux qui n'ont pas encore vu tes docus, pour qu'ils puissent profiter des semaines qui viennent pour s'y plonger. Évidemment, on va suivre ton dernier documentaire. Tu nous as donné une belle nouvelle en nous disant qu'il sortirait bientôt. Tu l'espères. Je l'espère. Donc, on va l'espérer avec toi et puis on sera là dans les salles et derrière l'écran pour le voir. Et surtout, merci de nous éclairer. Merci à toi, Anastasia. Merci Delphine, merci pour l'invitation.